Et qu'est-ce que demande Zemmour, agent de droite finalement le plus traditionnel? Si à Marine Le Pen, c'est le chant des sirènes, hein, finalement, il fait un striptease. Vous avez remarqué que tous les sujets se rejoignent et forment ce qu'on appelle une circularité hegelienne assez parfaite. C'est ça qui est assez incroyable, c'est à quel point tout ça fait sens d'une grande densité, d'une grande cohérence. C'est pour ça que 2012 est, à mon avis, une année qui veut dire quelque chose de ce point de vue-là. Hein. Voilà, c'est les masques qui tombent et la vérité qui apparaît en pleine lumière comme une boule de feu, comme un soleil, quoi, comme une évidence. Comme peut-être la figure du Messie ou de l'Antéchrist, je ne sais pas. Hein. Alors déjà, il faut rappeler que c'est Obama qui avait proposé cette reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, qui est d'ailleurs la voie historique par laquelle s'est mis à exister l'État palestinien, l'État israélien, excusez-moi. Israël a d'abord été reconnu par l'ONU, a d'abord existé par l'ONU. Donc ce qui est marrant, c'est que, alors que les sionistes ultra s'y opposent, je comprends très bien, puisque eux sont, je le dis, des suprématistes théologico-raciaux qui sont qui ont la volonté de réaliser le projet biblique dans sa lecture, on va dire, non pas spiritualiste, mais tribale, hein. Et effectivement, eux sont cohérents. C'est-à-dire, je le démontrerai d'ailleurs, on va le mettre en illustration, par la pièce de 1 shekel, qui est la monnaie, la pièce qui circule en Israël. Dessus, il y a quoi? Le chandelier à 7 branches et la carte du Grand Israël. Donc on voit bien que le projet, si c'est sur la pièce de 1 shekel, c'est pas par hasard. Donc c'est bien réaliser le Grand Israël conformément à la promesse et à l'injonction biblique. Voilà, c'est ça Israël. Voilà. Et d'ailleurs, je respecte d'une certaine manière, comme des adversaires honnêtes, ceux qui, effectivement, sont dans ce projet, parce que ceux-là sont honnêtes. Ceux que je ne supporte plus, c'est ceux qui me disent que c'est un projet socialiste et laïque, et que le sionisme est quelque chose de gauche. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que ceux-là se taisent de plus en plus. Même d'ailleurs, en Israël, ceux qui le croyaient disent qu'ils n'y croient plus. L'ancien président du Parlement, je crois, israélien, fait une déclaration récente. On dit, voilà, ce projet laïque et socialiste est mort. Aujourd'hui, c'est un projet théologico-militaire et racial. C'est vrai, oui, Israël est un projet théologico-militaire et racial. Ça se voit de plus en plus. La situation des Palestiniens est intolérable. Et l'Amérique soutiendra les aspirations des Palestiniens à la dignité et également les aspirations des Palestiniens à avoir leur propre État. En même temps, les Israéliens doivent reconnaître que si le droit d'Israël à exister ne peut pas être nié, il en va de même pour les Palestiniens. Les frontières d'Israël et de la Palestine devront être fondées sur les lignes de 1967, avec des échanges sur lesquels les deux parties seraient d'accord, afin d'établir des frontières sûres et reconnues pour les deux États. Sans surprise, le président des États-Unis a rejeté devant l'Assemblée générale des Nations unies la démarche palestinienne pour obtenir la reconnaissance d'un État. Il n'existe pas de raccourci à la fin d'un conflit qui persiste depuis des décennies, a déclaré Barack Obama. La paix ne viendra pas de déclarations et de résolutions à l'ONU. Si c'était aussi facile, cela aurait déjà eu lieu à l'heure actuelle. Le Premier ministre israélien a salué la position de Barack Obama. Ce qui est incroyable, c'est que Obama lui-même, qui n'est pas un religieux suprématiste juif et qui avait promis au début de son mandat, vient de renoncer à son propre projet. Et renoncer à son propre projet après que le lobby sioniste américain lui ait dit en gros de fermer sa gueule. Donc là on voit les hiérarchies, comme je l'ai bien dit. Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on le voit pour les États-Unis, parce qu'aux États-Unis ce qui est bien, c'est que c'est honnête. Les lobbies sont autorisés aux États-Unis par la Constitution. Donc on a pu le lobby judéo-sioniste américain a démontré sa toute-puissance. Et c'est comme ça qu'il règne. Il règne non pas de façon occulte, mais en disant voilà, si vous êtes contre nous, il sera difficile pour vous d'avoir une carrière politique. Car nous finançons plus de la moitié des carrières politiques, et nous avons des moyens de persécution incroyables via les PAC, et tous nos relais, nos contrôles sur les médias, etc.
j'ai pu vérifier moi-même quand on a eu un dossier de 12 pages sur moi Dieudonné dans le New Yorker, que le système fonctionne très bien. Hein. Le système de diabolisation, de marginalisation, tout ça est très... Et tout le monde le sait, comme disait, je crois, Isaac Shamir, et après d'ailleurs Sharon, les Américains ne bougeront pas, nous contrôlons l'Amérique par le Congrès, les Américains le savent. Donc ce sont des déclarations consultables sur Internet de chefs d'État israéliens. Voilà. Donc les États-Unis sont sous contrôle israélien via le lobby, la toute-puissance du lobby judéo-sioniste américain. C'est absolument démontré. C'était même dans le documentaire l'autre jour de France 2. Au cœur de la démocratie américaine, le Capitole surplombe Washington. Le siège du Congrès est un lieu de pouvoir, le poumon législatif des États-Unis. Ce matin, la Commission sur les affaires étrangères se penche sur l'aide américaine versée à l'autorité palestinienne, 500 millions de dollars chaque année. 4 experts sont auditionnés. Tous sont sur la même longueur d'onde. Dans ce panel présenté comme impartial, pas une voix ne défend les intérêts palestiniens. Comme les 3 autres experts à ses côtés, David Mekofsky est proche de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est l'American Israel Public Affairs Committee, le principal lobby pro-israélien aux États-Unis. Mekofsky travaille dans un laboratoire d'idées créé par l'AIPAC pour irriguer le débat public. Jonathan Schanzer est lui directement payé par l'AIPAC pour porter la bonne parole lors des séminaires réservés aux parlementaires. Tous deux alimentent le Congrès, mais aussi les médias, la Maison-Blanche et les partis politiques avec leurs analyses. L'AIPAC siège dans ses bureaux flambant neufs à Washington. Depuis plus de 40 ans, ce lobby défend les intérêts de l'État hébreu aux États-Unis. Un lobby qui n'aime pas l'intrusion des caméras et qui a refusé de répondre à nos questions. Chaque année, l'AIPAC étale sa puissance lors de son gala annuel. C'est l'un des événements les plus importants de l'année politique américaine, une démonstration de force qui voit accourir les membres du Congrès, mais aussi les politiciens étrangers et les riches donateurs pour 3 jours de conférences. Chaque année, le Premier ministre israélien et le président américain font le déplacement. Le lien entre les États-Unis et Israël est inaltérable. L'engagement de l'Amérique pour la sécurité d'Israël est indestructible. Aucun vote à l'ONU ne créera un État palestinien indépendant. Les États-Unis se dresseront contre tout effort pour isoler Israël aux Nations Unies ou ailleurs. La légitimité de l'État hébreu ne peut être l'objet d'un débat. C'est mon engagement, ma promesse envers vous. Cette année, au lendemain du gala de l'AIPAC, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Congrès. Il est l'un des rares chefs de gouvernement étrangers à y avoir été invité une seconde fois. Accueil triomphal, même si son discours va à l'encontre des positions traditionnelles de la diplomatie américaine. Donc la différence entre la France et les États-Unis, c'est que finalement, en France, il y a la toute-puissance du lobby judéo-sioniste qui est vérifiable et vérifié par le dîner du CRIF, mais ça ne peut pas être dit parce que c'est contraire à la loi française. Donc c'est la toute-puissance d'un lobby qui en plus interdit qu'on l'identifie comme tel, alors qu'il exerce sa toute-puissance de manière explicite. Voilà. Et ça donne l'incroyable, l'incroyable positionnement que j'appellerais, moi, totalement schizophrénique de Praskier. Hein, voilà, qui a, en même temps démontre que voilà, le CRIF donne des ordres en France, mais disent il est scandaleux qu'on montre finalement que l'AIPAC, qui est le CRIF américain, contrôle la politique américaine. Alors que tous les leaders israéliens disent qu'ils la contrôlent, que c'est un fait avéré, que tout le monde le sait, et que finalement, en dernière instance,
les Israéliens, les sionistes, comme vous le savez, disent de toute façon, c'est nous qui avons le pouvoir, nous avons gagné, etc. Enfin, on est dans un monde totalement délirant, comique, totalement schizophrénique à ce niveau-là. Et donc, pour reprendre le sujet, effectivement, Obama avait proposé la reconnaissance par l'ONU d'un État palestinien, ce qui était très peu de choses, mais ça permettait, c'était un premier pas. Et là, on a vu non pas les sionistes ultra, mais tous les gens qui prétendent être pour deux États. J'ai déjà démontré l'escroquerie de la théorie de deux États alors qu'il n'y a qu'un seul territoire. Hein. C'est une escroquerie. Là, tous ceux qui sont soi-disant pour un État palestinien disent non, c'est absolument pas possible maintenant, etc. C'est-à-dire ils étaient finalement contre quelque chose qui était vraiment pas grand-chose, qui était une reconnaissance symbolique à l'ONU. Hein. Ils étaient tous contre, alors qu'ils sont tous pour l'État palestinien, mais alors là, on est dans le mensonge intégral que j'appelle du judaïsme talmudo-sioniste. C'est-à-dire c'est du mensonge, c'est-à-dire que c'est du sophisme permanent. C'est-à-dire on est pour, mais on est contre, c'est pas le moment. Donc là, il faut être bien clair, ces gens-là sont des menteurs, des grossiers menteurs, parce que finalement, le talmudisme est simplement une éducation au sophisme, au grossier mensonge. Hein. Que ce mensonge n'est possible que parce que derrière, il y a le pouvoir militaro-économique de cette communauté toute puissance, parce que sinon le sophisme tomberait de lui-même. Hein, voilà. Donc on a pu voir, parce qu'on est dans une période effectivement de masques qui tombent, on a pu voir que ceux-là même qui disaient qu'ils étaient pour la reconnaissance d'un État palestinien le plus vite possible et d'une solution à deux États, ce qui est déjà une escroquerie, quand Obama leur a proposé, ça a été non. Voilà, non, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un sionisme, hein, et ce sionisme, finalement, que je dirais le sionisme honnête, est le sionisme suprématiste juif, et qui est incarné en France par l'aile droite du CRIF, qui est Golnadel, et ces gens-là veulent le grand Israël et rien d'autre, et d'ailleurs, Israël n'est vivable à long terme que s'il étend ses frontières, et non pas s'il les réduit, sinon ça sera effectivement invivable, c'est un État qui sera invivable. Donc effectivement, il n'y a d'Israël durable que le grand Israël. Tous les sionistes sont en réalité pour le grand Israël. Il y a ceux qui le disent, que j'appelle moi les sionistes de droite, qui sont honnêtes, et ceux qui mentent, qui sont soi-disant ces sionistes de gauche, ces pro-palestiniens, escrocs, etc. Et là, les masques sont tombés, puisqu'on a vu 108 députés français s'opposer à cette reconnaissance par l'ONU. On a vu Elisabeth Lévy, qui à l'époque, je me rappelle quand je l'avais ridiculisé dans mon premier livre sur le sujet, et se réclamait de Marc Bloch et du républicanisme français. Enfin, je veux dire, les masques tombent. On voit que c'est une grossière militante sioniste d'extrême droite, et qu'effectivement, elle est pour un État palestinien sur un timbre. Elle n'est même pas pour la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Voilà. Et même Sarkozy, qui est l'homme des sionistes par les réseaux, qu'on a très bien vu quand il s'est fait adouber pour se faire élire, les réseaux de financement et de soumission. Il est allé à l'EPAC, il est allé aux États-Unis, Sarkozy l'américain, enfin voilà, Sarkozy le judéo-américain, etc. Enfin, je veux dire, c'est explicite. Même lui est très mal à l'aise parce que les Français étant, comme le dit très bien Emmanuel Todd, par leur structure familiale et historique, des gens qui sont profondément égalitaires et de gauche, et on est aussi le pays de Descartes, c'est-à-dire des gens qui ont été élevés dans la logique. Le suprématisme comment dirais-je, judéo-sioniste vendu par le sophisme talmudique, c'est très difficile à imposer en France, je dirais par ce que j'appelle le logos, parce que le logos, effectivement, c'est la pensée helléno-chrétienne, vous voyez, c'est-à-dire la charité chrétienne et la logique grecque. C'est-à-dire que les Français, pour toutes ces raisons que je viens d'expliquer et on pourrait creuser, sont des gens profondément attachés à l'égalité, donc à la justice, et qui ont un grand sens de la logique. Donc à un moment donné, à part la violence et le rapport de force pur, les sionistes ne peuvent pas passer par le mensonge, parce que ce mensonge est grossier. C'est-à-dire qu'on a vu ces députés, dont il faudrait mettre la liste sur Internet, qui ne se sont pas opposés. Ce n'est pas des gens qui sont contre la destruction d'Israël par le Hamas, hein, on n'en est plus là. Ils sont contre la reconnaissance par l'ONU d'un État palestinien, c'est-à-dire qu'ils aient une chaise à l'ONU, une chaise, c'est tout. Ils sont contre. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre, réellement, ces gens qui sont du PS, de l'UMP, qui sont... dont normalement devraient être sensibles à la souffrance des Palestiniens, qui se prétendent pour une solution à deux États à chaque fois qu'il faut blablater. À un moment donné, quand il y a eu, je dirais, de mettre simplement un tout petit bout du doigt dans l'engrenage de l'existence possible d'un État palestinien, là, ils sont montés au créneau. Il y a eu, au théâtre du Gymnase, une espèce de raout, avec d'ailleurs Eric du même nom. Il y a eu Edith Cresson qui est montée. On a vu Goss Hagen, je sais pas quoi, Le Guen. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare.
de droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. À la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Guen l'affirme haut et fort. Il est pour la création d'un État palestinien, mais pour lui, c'est encore trop tôt. Imagine-t-on qu'on se retrouve dans une situation où au plan international on reconnaisse l'existence à l'État palestinien et qu'on ne reconnaisse pas, en tout cas que des pays majeurs de la région ne reconnaissent pas à Israël le même droit. Ce serait une situation absolument conflictuelle, injuste et que nous ne pouvons pas accepter. Et les politiques vont se succéder sur la scène. Même mot d'ordre, la solution au Proche-Orient passe par des négociations bilatérales entre Palestiniens et Israéliens. Et voilà Claude Goasguen, avec une centaine de parlementaires, il a adressé une lettre à Nicolas Sarkozy pour empêcher la proclamation unilatérale d'un État palestinien. Nous, notre pétition, c'est une revendication pour dire au gouvernement français, ne vous engagez pas dans une affaire qui est un brasier, que l'on pousse aux négociations, que l'on fasse toutes les conférences diplomatiques que l'on veut, mais surtout ne prêtons pas la main à quelque chose qui ne fait que retarder les conditions de la paix. Ce qu'il a demandé au Conseil de sécurité de voter. C'est pas très clair. Non, c'est très clair. Je suis favorable, évidemment, à un État palestinien dans des frontières dignes de ce nom, reconnues aux côtés de l'État israélien qui a droit à sa sécurité. Le seul, oui, mais le seul moyen. Attendez, question précise. Vous êtes président de la République. Vous votez oui, puisque vous voulez l'être. Vous demandez à vos diplomates de voter oui à l'État palestinien dans les conditions au Conseil de sécurité. Dans les conditions actuelles, non. Ce refus de la reconnaissance d'un État palestinien purement formel et abstrait à l'ONU est le marqueur, je dirais pour la France, c'est le marqueur des salopards. Hein, le marqueur des salopards. Parce que, et là je ne mets même pas les sionistes de droite, parce que la limite, voilà, eux au moins disent la vérité. Je veux dire, je les préfère. Les autres, c'est le marqueur des salopards et des menteurs. Ce sont tous des salopards et des menteurs. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut dire. Voilà, hein. Et qu'on ait la liste de leurs noms et qu'on les garde bien. Et on verra que ce sont les mêmes salopards et les mêmes menteurs qui ont fait voter comment dirais-je, le traité de Lisbonne, enfin voilà, qui comme par hasard accompagnent la marche forcée vers la destruction des nations, l'hégémonie mondialiste, alimentent le conflit de civilisation et le conflit ethnico-confessionnel en France. Ça revient toujours, et qui font des déclarations saugrenues, comme Emmanuel Valls, je vais encore la ressortir, qui a déclaré qu'il était éternellement attaché à Israël. En quoi un socialiste français doit être éternellement attaché à Israël? C'est une phrase de religieux, c'est une phrase d'extrémiste juif religieux, voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc voilà, ces gens-là sont des menteurs grossiers, et nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, où nous avons un pays de tradition d'intelligence logique, hein, et un pays de souci d'égalité et de justice. Et c'est pour ça que je dis qu'en dernière instance, ils ne me passeront pas. Voilà. Parce que le peuple de France n'est pas compatible avec leurs saloperies et leurs mensonges. Ce qui est peut-être possible ailleurs, je veux dire, et qui peut peut-être séduire une partie, effectivement, de la vraie extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une certaine extrême droite racialiste et suprématiste, ayant été finalement déçue par Adolf Hitler, quel est leur référent aujourd'hui, quand on pense aux terroristes norvégiens, ou quand on pense à certaines alliances aujourd'hui? On le voit dans l'extrême droite anglaise, on voit des rabbins new-yorkais venir soutenir l'extrême droite anglaise, etc. Leur référent aujourd'hui, c'est Israël, parce que Israël est le pays qui accomplit effectivement un projet suprématiste racial par la violence, et ils aiment ça, je le comprends, ils aiment ça parce que finalement, Hitler les a déçus. Mais tout ça doit être reconnu pour ce que c'est. C'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, le vrai référent du fascisme, aujourd'hui, c'est Israël. Et les vrais fascistes sont ceux qui travaillent finalement à cette vision convergente qui est le nouvel ordre mondial. Et ce qui est marrant, c'est que les antifas sont tous sauf des antifascistes, ils travaillent pour ces gens-là, les antifas. Alors je sais qu'à la base, c'est des crétins incultes qui s'en rendent pas compte, mais là, c'est mon côté justement hégélien, je reviens vers les antifas bretons. Est-ce que vous saviez que vous êtes finalement
les chiens de garde, les nervis, les tapins et les idiots utiles des pires fascistes? Est-ce que vous en avez conscience? Et si vous n'en avez pas conscience, travaillez, établissez les médiations, et vous verrez que vous arriverez à la même conclusion que moi. C'est juste une question de temps. Je suis juste quelqu'un d'un peu plus rapide et un peu plus intelligent que la moyenne, et qui va un peu plus vite dans la compréhension des choses. J'ai juste un peu d'avance. Mais tout le monde viendra à mes conclusions, et malheureusement, quand tout le monde arrivera à mes conclusions, pour empêcher que ces conclusions aient une application concrète, nous aurons la Troisième Guerre mondiale. Parce que là, effectivement, quand un joueur d'échecs est en train de perdre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donner une grande claque dans le jeu pour faire et cesser de jouer en cassant le jeu. Voilà. Et c'est à ça que nous arriverons. Nous sommes face à des joueurs d'échecs qui sont en train de perdre une partie, parce que de toute façon ce sont des mauvais joueurs et des tricheurs, et qui, perdant la partie pour ne pas accepter leur défaite et tenter de gagner quand même, useront de violence et passeront par le chaos. Et c'est exactement ce vers quoi nous allons dans les mois et les années à venir. C'est à très courte échéance. C'est pour ça que je suis assez tranquille, car j'aurai raison de plus en plus vite. Hein. Avant, j'avais raison 20 ans avant, 10 ans avant. Maintenant, j'ai raison quelques mois avant, parfois même quelques semaines. Ça va presque trop vite maintenant. J'aime bien avoir plus d'avance que ça. C'est plus flatteur. Maintenant, avoir une semaine d'avance, finalement... Qui peut douter qu'un veto au Conseil de sécurité n'engendrera pas un cycle de violence au Proche-Orient? Qui peut en douter? Faut-il pour autant exclure une étape intermédiaire? Et pourquoi ne pas envisager, pour la Palestine, le statut d'État observateur aux Nations Unies? Ce serait un pas important. Nous sortirions, après 60 ans de l'immobilisme qui fait le lit des extrémistes. Nous redonnerions un espoir aux Palestiniens. Oui, Sarkozy, pareil, il tient compte de la sensibilité profonde du peuple de France, donc il essaye de ne pas passer trop pour ce qu'il est parce qu'il n'a pas le choix, hein, ça peut être même dans la douleur, et il dit, voilà, un petit peu de Palestine quand même, parce que les Français, quand on fait un sondage au niveau mondial, on sait que le plus gros facteur de déstabilisation du monde et le plus gros facteur de risque de guerre, c'est Israël. C'est un sondage qui a été vérifié partout. Et que les Français ont parfaitement conscience aujourd'hui, au sens de peuple, que les Palestiniens sont un peuple martyrisé et persécuté, que Israël est un État violent, belliqueux, etc. On l'a vu par l'opération Pont-Durcy. Et comment dirais-je, Sarkozy est obligé de tenir compte de cette sensibilité profonde du peuple français. Voilà. Aujourd'hui, malgré, je dirais, la Shoah, 63 ans après, les Français et le monde entier comprend et ressent que les Palestiniens sont les victimes et les gentils, et que les Israéliens sont les salauds et les bourreaux. Quoi, voilà. Et ça, il ne sera pas possible de faire marche en arrière. C'est pour ça que ces gens-là, cette oligarchie mondialiste composite ne pourra pas passer encore très longtemps par le baratin et le mensonge, parce que tout ça va tomber. On pourra parler aussi de Blanc-Rue tout à l'heure. Sera obligé donc de passer par la force pure et dure. La force, c'est-à-dire le chaos économique et la violence guerrière. Hein, la force, réellement. Et c'est ça qui nous attend. Alors le pitch, c'était nous, Nolo et Zemmour, invitons Marine avant le courage d'inviter, parce qu'on nous a interdit de le faire du temps où on était chez Ruquier. Alors je dis, c'est bien. Le problème, c'est quand on voit l'émission, à la limite, ils auraient pu s'abstenir, parce qu'ils ont invité Marine Le Pen pour dire exactement les mêmes conneries que ce qu'ils auraient dit si elle avait été invitée chez Ruquier, et même qu'auraient dit Polony et Pulvarde. Cette émission de Paris Première que j'ai découverte, d'abord c'est une émission de Nolo, c'est pas une émission de Zemmour. On voit que c'est Nolo qui l'a construite, c'est de la merde. C'est une pure émission avec des rubriques, des pitchs, des jeux. C'est-à-dire que c'est la parodie de toutes les émissions de merde, c'est-à-dire le spectacle, tel que le décrit Debord, etc. Elle est nulle, voilà. Et surtout, elle révèle deux choses, à travers l'interview de Marine Le Pen. C'est que, Nolo est un type qui vient de la gauche sociétale. Hein. Il n'a aucune culture politique et aucune culture économique. C'est un crétin. C'est un critique littéraire et un éditeur. Il n'a absolument pas le niveau pour poser des questions intelligentes à Marine Le Pen. C'est un con de gauche. Et c'est dur à dire, mais c'est vrai, c'est un con de gauche. Voilà. Nolo est un con de gauche. Voilà. Et à côté de lui, il y avait Zemmour, qui lui est un malin de droite. Voilà. Donc on a un imbécile et un menteur. Parce que quel est le boulot de Zemmour, qui lui au moins a une vraie formation politique? C'est qu'en fait, Zemmour, ce qu'il veut, c'est que le Front National
se réconcilie avec la droite traditionnelle, avec l'UMP, pour lui servir finalement de force d'appoint, pour battre la gauche. Et puis finalement, créer un système, comment dirais-je, qui ressemble à... Enfin, une nouvelle droite qui ressemble aux droites hollandaises, aux droites du Nord, etc. C'est-à-dire une droite libérale sécuritaire, libérale anti-islam, qui permet finalement à la droite d'où il vient et pour laquelle il travaille, Figaro, Sciences Po, de continuer à avoir le pouvoir. Parce que finalement, il bouffe de ce pouvoir-là. Donc en fait, le travail de Zemmour, c'est pareil, les masques vont tomber. Normalement, Zemmour, s'il était réellement un patriote français, proche de moi finalement sur des analyses, il appellerait à voter Marine Le Pen. Or en réalité, ce qu'il demande, c'est à Marine Le Pen de se rallier à l'UMP. Et en fait, il travaille à ça, comme travaillent d'ailleurs certaines personnes rêvent de ça au Front National, et certaines personnes rêvent de ça à l'UMP, parce que le seul salut de l'UMP aujourd'hui, on sait très bien, c'est une jonction avec le Front National. Or, ça serait la mort du Front National, ça serait la trahison. Or, Marine Le Pen, pour l'instant, est sur une ligne, en réalité, où son allié objectif, ça serait Mélenchon. Ça serait l'ancien Parti communiste. Hein, parce que c'est, effectivement, elle est anti-système. Or, il y a deux possibilités de l'anti-système aujourd'hui. C'est un anti-système historiquement de droite, qui est le Front National, et un système historiquement de gauche, qui est le prolongement finalement du Parti communiste authentique, avant qu'il soit détruit par les trotskistes et le Parti socialiste. J'ai vécu cette destruction de l'intérieur quand j'y étais au début des années 90, et qui serait aujourd'hui incarné par Mélenchon. Et en réalité, si on voit, aujourd'hui, l'union sacrée dans une présidentielle pour s'opposer au système UMPS, ça serait une union sacrée Marine Le Pen-Mélenchon. Je vais vous dire un truc. Qui de Marine Le Pen ou Mélenchon se ferait le plus opposé à cette alliance? Marine Le Pen ou Mélenchon? Quand vous posez cette question, vous donnez la réponse sur qui est le salaud des deux, qui est le traître et qui est l'agent du système. Voilà. Hein, parce que je pense que Marine Le Pen serait tout à fait d'accord pour travailler avec les mélanchistes sur en plus un CNR, un programme commun totalement cohérent, résistance au mondialisme, dont parle maintenant même Montebourg osant parler, résistance au mondialisme, résistance au capitalisme financier, retour à un État jacobin finalement, à une laïcité authentique, etc., paix communautaire. Enfin, normalement, ils devraient travailler ensemble. Or, à quoi sert Mélenchon, qui a pris le contrôle de l'ancien Parti communiste? C'est finalement servir de force d'appoint au deuxième tour pour le Parti socialiste. Donc c'est un traître et un agent mondialiste. Et qu'est-ce que demande Zemmour, agent de droite finalement le plus traditionnel? C'est à Marine Le Pen, c'est le chant des sirènes, hein, finalement, il fait un striptease. Moi, je suis un agent de la droite classique qui suis pour une dédiabolisation du Front National, pour que finalement les électeurs du Front National et le Front National comme parti servent de force d'appoint pour constituer une droite moderne, qui sera une droite libérale, sécuritaire, sioniste et anti-musulmane. Et là, j'insiste, Zemmour est suffisamment intelligent pour n'avoir pas besoin d'être sioniste de manière explicite. Il est sioniste, comment dirais-je, par la bande. Il est sioniste parce que tout amène au sionisme dans sa vision du monde. Et là où je le démontre, c'est que dans l'émission de Nolo et Zemmour, Zemmour a commis une grosse faute. C'est qu'il a attaqué Marine Le Pen bille en tête sur la loi de 73. Il s'est prononcé pour la loi de 73, c'est-à-dire la loi Rothschild, la loi Giscard, Pompidou-Rothschild, au nom de la lutte contre l'inflation. Vous ne serez pas élu Madame Le Pen, donc vous moi ne je ne pourrez dirai pas pas ça. appliquer Mais ce je ne programme. serai pas seul, monsieur Nolot. Je ne serai pas seul. Mais vous ne trouverez jamais personne pour appliquer ce programme dément de moi, Madame sortie Le de Pen, l'euro. Voilà. je voudrais prolonger... Je trouverai plein de gens. Madame Le Pen, je voudrais prolonger la réflexion de Nolot, si vous me permettez. Sur l'euro, c'est très intéressant parce que moi je partage une partie de votre diagnostic, c'est-à-dire que je pense que la zone euro va exploser d'elle-même. Donc on en parlera plus. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais quand vous nous dites, on est très endetté parce que, et vous avez d'ailleurs en partie raison, en 73, une loi a interdit que la Banque de France puisse prêter à taux très très bas, ridicule, au Trésor de l'argent. Ça s'appelait la planche à billets. Et donc évidemment, depuis, on s'est mis dans la main des marchés. Jusque-là, je vous suis. Mais pourquoi? Et c'est ça qui m'agace à chaque fois dans votre discours, c'est pourquoi après, vous ne dites pas honnêtement que si on remettait cette loi, si on réautorisait la Banque de France, ça provoquerait une inflation énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a supprimé. C'est parce que ça a provoqué une inflation énorme. C'est la fameuse planche à billets, c'est ce que font les Américains aujourd'hui. Si on retrouve le franc, il faut avoir la franchise de dire qu'on va devoir dévaluer de 30% au minimum. Mais vous verrez. Mais la Suisse vient de dévaluer, ça n'a pas fait un scandale de la Suisse, elle la réévalue tout le temps. La Suisse vient de dévaluer, monsieur Zemmour. Oui, parce que évidemment c'était devenu une valeur refuge. Oui. Et ben oui, mais donc mais non, mais ça montait. Ça n'a rien à voir. On va dévaluer nous beaucoup pour retrouver une compétitivité. Mais on l'a déjà fait par le passé. Mais je suis d'accord. Et il n'y a pas eu d'inflation. Mais bien sûr qu'il y a eu de l'inflation. Mais non. Mais bien sûr que si, c'est pour ça qu'on a arrêté même. Non. Toute la politique de Trichet, c'était ça.
arrêté. Le franc fort pour combattre l'inflation. On a arrêté parce qu'on est rentré dans une période de financiarisation de l'économie. Mais pas seulement. Parce que certains ont décidé que les marchés financiers que l'État devait perdre la main et qu'on devait assister à la privatisation de l'argent public. Mais vous avez une vision paranoïaque. Non. Si, je vous assure, on dirait moi. Non, non. Et là, on voit soit une chose, c'est que Zemmour n'a pas de formation d'économiste. C'est un mec qui a fait Sciences Po. Il a un très petit... Et qu'il est au niveau économique dans la doxa, dans la pure doxa Sciences Po mondialiste libérale. Et que de toute façon, comme dirait l'autre, avec une épistémologie libérale, on ne fait pas, comment dirais-je, une éthique nationale. Hein. Je veux dire, tout son logiciel est Sciences Po en réalité. Et c'est simplement un Sciences Potard qui tend la main, finalement, à une certaine extrême droite. C'est-à-dire, parce que finalement, le racialisme blanc ne le gêne pas, puisque lui, il est anti-Bougne, hein, il l'a démontré, et parce que de toute façon, tout ça mène aussi au sionisme sans avoir besoin de le dire, et tout ça conforte sa place, finalement, de journaliste au Figaro, de mec de droite, et de mec qui a appelé à voter Sarkozy, et qui est finalement un UMPiste, c'est tout.